sommes réunis aujourd'hui pour la cérémonie de prestation des assesseurs, des défenseurs et des jurés militaires et paramilitaires. L'avocat général l'a rappelé tout à l'heure, le Sénégal n'a pas opté, après son indépendance, pour une justice parallèle ou bien une justice d'exception, qui aurait eu comme conséquence l'institution de tribunaux militaires, comme c'est le cas dans certains États de l'Afrique centrale. Le Sénégal a opté pour une formation spéciale au niveau des juridictions ordinaires chargées de juger les militaires et paramilitaires. Ainsi, un code de justice militaire a été mis en place depuis 1963 par la loi 63-21 du 5 février 1963 qui a remplacé le titre premier du Code de justice militaire français que notre pays appliqué après son indépendance. Un code de justice militaire français qui était source de difficultés liées aux différences de structuration entre les juridictions françaises et les nôtres, entre les structurations militaires de la France et les nôtres. Mesdames, Messieurs, il y a eu une évolution qui a abouti à l'adoption en 1994 de la loi 94-44 du 27 mai 1994 portant un code de justice militaire du Sénégal. Un code de justice militaire qui a consacré un système d'échevinage permettant de mettre à côté des magistrats professionnels des assesseurs militaires et paramilitaires dans une formation spéciale au niveau de la Cour d'appel de Dakar et du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Selon l'article 5 du Code de justice militaire, cette formation au niveau du tribunal de grande instance de Dakar est compétente pour juger les infractions commises par les hommes de troupe, par les sous-officiers, les officiers jusqu'au grade de capitaine inclusivement, et des personnels paramilitaires de grade correspondant. Au niveau de la Cour d'appel, cette formation spéciale est compétente pour juger les infractions commises par les officiers supérieurs ou les personnels des corps paramilitaires de grade correspondant et les officiers généraux. Certains seraient tentés de se poser la question de savoir quelle est la pertinence de ce système d'échevinage et quel est son intérêt. Pour répondre à cette question, j'évoquerai trois aspects. Le premier est lié au statut des justiciables de cette formation spéciale qui sont investis des prérogatives de puissance publique, qui sont chargés du maintien de l'ordre, de la sécurité publique, de la préservation de l'intégrité territoriale, de l'environnement, de l'économie, entre autres. Vous comprendrez que ces agents ne peuvent pas être des justiciables ordinaires. On ne peut pas les considérer comme des justiciables ordinaires. Le second aspect, c'est le caractère spécifique des infractions poursuivies devant cette formation spéciale. Selon l'article 17 du Code de justice militaire, cette formation est chargée de juger des infractions d'ordre militaire, des infractions de toute nature commises par des militaires dans le service, dans les casernes, les quartiers et établissements militaires et chelotes, des infractions prévues par les statuts des corps paramilitaires. L'expression chelote vise le lieu où est hébergé le militaire en déplacement. Si le déplacement a lieu dans les limites du territoire national, l'expression ne vise que les dépendances et le domicile de la personne qui a hébergé le ou les militaires. Si le déplacement a lieu en territoire étranger, l'expression vise toute infraction commise en n'importe quel point du territoire étranger. Sont assimilés aux établissements militaires toute installation définitive ou temporaire utilisée par les forces, les bâtiments de la flotte militaire et les aéronefs militaires, en quelque lieu où ils se trouvent. Pour catégoriser ces infractions, mesdames, messieurs, ces infractions poursuivies devant
les formations spéciales, je vais citer les crimes et délits contre le devoir et l'honneur militaire. Il s'agit de l'insoumission, de la désertion à l'intérieur, de la désertion à l'étranger, de la désertion à bande armée, de la désertion à l'ennemi et de la désertion en présence de l'ennemi ou de rebelles, de la provocation à la désertion et du recel de déserteurs, de la mutilation volontaire, de la capitulation, de la trahison et du complot militaire, de l'incitation à commettre des actes contraires au devoir, de l'outrage au drapeau ou à l'armée, du port illégal d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes, du faux, de la falsification, des détournements, du vol, des pillages, des destructions. Pour les infractions contre la discipline, il s'agit de la révolte militaire, de la rébellion, du refus du service dû légalement, du refus d'obéissance, des voies de fait et outrages envers ses supérieurs, des violences ou insultes à sentinelle ou à vedette, de l'abus d'autorité, des voies de fait et outrages à subordonnés, des abus de droit de réquisition, de la constitution illégale d'une juridiction répressive, des infractions également aux consignes. Vous voyez, mesdames, messieurs, que le législateur a voulu ainsi embrasser toutes les infractions que les personnels militaires et paramilitaires pourraient commettre sans que le code pénal les ait sanctionnés.